Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, la réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Michel Mousset, responsable du potager de Vesle. Ancien responsable des espaces verts à Solidarité Accueil, cette association qui vient en aide aux personnes en situation de précarité sociale ou professionnelle, Michel intègre donc les potagers de Vesle. Ce potager d'environ 6 hectares emploie des personnes en difficulté afin de favoriser leur insertion en proposant chaque semaine des paniers de légumes. Il en devient rapidement le patron, le grand chef autour de qui tout s'articule avec deux aspects de son métier, le maraîchage qu'il apprend et le management de personnes en insertion. Il fait de ce potager un endroit où l'on réapprend la sociabilité, le respect de l'autre et la confiance en soi. On a parlé bien sûr de management d'équipe, de la valeur du travail, du maraîchage, mais on a aussi évoqué les épinards, la liberté et la brenne. Je vous embarque à la découverte de Michel Mousset, un jardinier qui fait grandir les légumes, mais aussi les femmes et les hommes qu'il côtoie. Goodberry, c'est parti. Bonjour Michel. Bonjour. Je suis ravi d'être là, au milieu du potager de Vesle. J'avais une première question. Toi, perso, t'en as un de potager chez toi ? Absolument pas. J'ai horreur du jardin. C'est pas vrai. Donc j'étais à Solidarité Accueil, espace vert. Ouais. Et quand j'ai demandé ma mutation au potager de Vesle, quand j'ai appris à ma femme, elle m'a dit mais t'es pas bien. Tu peux pas voir le jardin. Je jouais, mais j'avais envie d'apprendre. C'était un autre métier, c'était le maraîchage biologique. Toujours avec l'insertion, bien sûr, parce que j'avais une équipe en espace vert. J'ai dit, ça y est, je me lance. De toute façon, on verra bien. Puis je voulais plus faire de route. Le moins de route possible, je roulais beaucoup. Ah oui. En déplacement, dans le sud du département, beaucoup. Et pourquoi tu roulais beaucoup ? On allait chez les clients. On allait à droite, à gauche, chez des gens, en espace vert, faire des entretiens, pelouse, taille de haie. Et non, j'en avais marre. Je suis arrivé au potager de Vesle, donc maintenant, ça fera 17 ans en novembre 2023. Ça dure ? Ouais. Et quand tu arrives ici, pour la première fois, qu'est-ce qui t'étonne ? Au départ, j'arrive pour... j'étais pas maraîcher. Ouais. Donc j'arrive plus, puisque la ferme, quand elle a été reprise, il y avait beaucoup de travaux à faire. Donc je venais en même temps apprendre le maraîchage et en même temps refaire quelques travaux. Alors, des petites choses à remettre en place, la peinture. Les choses ont fait que je me suis retrouvé vite en haut de l'affiche. Ouais. N'étant pas maraîcher, il a fallu s'y mettre. C'est simple. Je suis arrivé en novembre 2006. Et je crois qu'en mai 2008, j'étais responsable des potagers de Vesle. Donc, quand je suis arrivé, il y avait 2000 mètres carrés de serre. Aujourd'hui, il y en a 10 000. Avec 5 hectares à peu près, tout confondu, 6 hectares de plein champ. Que là, au départ, 2000 mètres carrés avec 2-3 000 mètres carrés de plein champ. Donc là, oui, maintenant, on pourrait être surpris. Je pourrais arriver et être surpris de la grandeur. Où je ne m'attendais pas, c'était de monter aussi vite. C'était surtout ça. Et comment tu apprends les techniques ? Les potagers de Vesle, c'est un jardin de cocagne. Donc, jardin de cocagne, c'est l'insertion et maraîchage biologique. Mm-hmm. Il y a à peu près 120 jardins en France comme ça. À droite, à gauche, des réunions en région, parce qu'il y avait à une époque 6 ou 7 jardins comme nous. Donc des réunions entre encadrants, chefs de culture, et puis on apprend sur le terrain, on apprend avec l'aide de plus anciens, des collègues sur d'autres jardins. D'accord, ouais. Il a fallu apprendre à faire un plan de culture, il a fallu apprendre à maîtriser les arrosages. Alors j'avais une collègue avec moi qui sortait du monde agricole, mais qui apprenait en même temps que moi. Et on a été épaulés par des collègues, des gars super sympas, pendant 2-3 ans où on passait des coups de fil, ils venaient nous voir, ils nous disaient tiens, tu fais comme ça, comme ça. On a appris comme ça. Alors après, il y a des formations, bien sûr. Alors il y a la formation maraîcher et la formation encadrant technique, puisqu'il y a 2 métiers en un. C'est-à-dire on fait l'accompagnement des salariés en transition et le maraîchage, qui sont 2 choses bien différentes. On est sur du vivant, sur les 2. Mais le résultat attendu n'est pas forcément sur les 2 comme on voudrait. Le maraîchage, on peut être vraiment surpris puis avoir des gros soucis et pas de récolte, pas de rendement ou quoi que ce soit. Avec l'humain, c'est autre chose, on travaille autrement. Ouais.
Cette expérience d'encadrant, tu l'avais déjà aux espaces verts. Je l'avais depuis le mois de juin. Donc, je suis arrivé en novembre, mais dans une vie antérieure, on va dire, sur notre métier, j'étais habitué à travailler tout seul, j'étais habitué à travailler en équipe. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a gêné. Alors, si je reviens sur ce que tu me posais la question tout à l'heure, ce qui m'a surpris, Ouais. je pourrais dire plutôt, pas surpris, mais une attente. C'était quand je suis arrivé à Solidarité Accueil, c'était qui je vais rencontrer, qui est le public que je vais rencontrer, et est-ce que je vais être capable de faire ce métier-là. On est d'accord, c'est un métier, ça passe ou ça casse. Un petit peu de fibre humaine, bien sûr. C'est pas un métier qui est facile tous les jours, ça c'est clair. C'est même des fois très très difficile. Bon, ça fait que 17 ans que ça dure, donc je pense que ça va durer encore un peu. Ouais. Tu avais de l'appréhension sur cette partie-là ? Oui, parce que je disais tout à l'heure, je ne connaissais pas Solidarité Accueil, comme beaucoup de gens. Moi, le premier. Ouais. Moi, je savais pas que Solidarité Accueil était sur Châteauroux. Moi, je suis d'à côté de Châteauroux. Je savais pas que ça existait. Et l'appréhension, c'est surtout, je pense que ceux qui te donnent de l'appréhension, c'est ce qui se dit. Tu vas voir, tu vas travailler avec des gens, c'est des voyous, c'est tout ce qu'on veut. Bah, certes, si c'est vrai pour certains, bon, pas de souci, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas toujours facile, hein. L'humain, il est difficile à travailler, dans la mesure où on gagne confiance avec les gens. Et puis si on fait un métier qui nous plaît, qui aurait dit, moi, il y a 17 ans en arrière, que j'aurais fait ce boulot-là et que j'y serais encore ? L'appréhension, si tu ne l'as pas de toute façon, c'est pas le maraîchage qui t'impressionne. Ça peut être impressionnant, forcément, tu as besoin de réussir. Mais si tu n'as pas cette impression de dire comment je vais faire avec les gens, comment je vais faire avec l'humain, bah t'es pas bon, ça va pas durer. Ça va durer 1 semaine, 2 mois, 3 mois, puis après tu t'en vas. Tu as combien de personnes là, ici ? Pour tout expliquer, on est 4 encadrants, logiquement. Alors moi, je suis responsable des potagers, donc je chapeaute tout le petit monde, donc les 3 encadrants qui sont sur le terrain. Et on a en moyenne 33, 34 salariés. 3 CIP, donc comme Laura que tu as vu tout à l'heure. Elles n'ont pas que les salariés des potagers, parce que Solidarité Accueil, pôle économique, c'est atelier palette, espace vert, environnement, entretien de berge-rivière. Et plus Christelle, secrétaire. Samia, que tu as vu tout à l'heure, qui est elle, chargée de développement. Et puis Marie Réti, qui est la directrice, elle, du pôle économique. Donc qui chapeaute tout ce monde. Ouais. Et les salariés, toi, tu les rencontres tous avant ? Il y a une première rencontre avec les CIP qui vont essayer de récupérer un maximum de papiers, tout ce qui est administratif, CAF, Sécu, tout ce qui pour des cartes de séjour, enfin tout, identité, soins, enfin elles refont tout un dossier. Elles retiennent ou elles ne retiennent pas la candidature, hein. C'est assez rare, mais bon. Et moi, je les vois par obligation. C'est la chose à laquelle je tiens. Je les revois en 2e entretien avec la CIP et je les rencontre avant qu'ils embauchent chez nous. Et pourquoi ? Et j'ai besoin, alors attention, on n'est pas dans le jugement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient dire que c'est du jugement. J'ai besoin de voir les gens et de les ressentir. La personnalité, je ressens des choses que j'arrive, bon, c'est un peu prétentieux, mais je ne me trompe pas souvent. Je peux dire à une CIP, ça ne tiendra pas. C'est de l'intuition ? Ouais. Puis en plus, leur répéter. Ce qui est déjà fait aussi avant, comment on travaille ici, ce qui va se passer, comment ça se passe, il y a des règles. C'est un vrai contrat de travail, on est bien d'accord, avec un salaire, c'est pas du bénévolat. Donc forcément, il y a un moment, il faudra qu'ils s'attendent à des choses. On n'a pas la science infuse, c'est pas parce qu'il y a un règlement que... Et puis ils n'arrivent pas comme ça aussi. Là, on les lâche pas comme ça en disant bon, bah les gars, vous allez au potager ce matin, puis débrouillez-vous. Non, c'est cadré quand même. D'accord. Tu as des exemples de discours qui te font dire que cette personne-là, ça ira pas ? Ça va pas tenir. Ouais. Tu sais, il y a, comme toute personne qui va dans un entretien, tu flippes un peu, tu as du stress. Ouais. Mais tu as celui qui a la grande gueule, qui parle tout le temps. Non, mais avec moi, il n'y aura pas de problème, il n'y a pas de sous. Et là, tu es sûr ? Tu vas y aller. C'est obligatoire. Il y aura des problèmes. Ou alors, pas toujours. On peut être surpris. Tu as celui qui dit rien, qui lui, il est vraiment en stress ou qui a des problématiques, parce qu'il peut y avoir des problématiques psy, on n'est pas médecin, on n'est pas là mais pour ressentir les choses. En général, ça, oui, on ne se trompe pas beaucoup. C'est le mec qui a une gueule comme ça et qui commence à te dire « Ouais, mais moi, le jardin, je sais faire et tout ». Il y a une fois où tu t'es vraiment trompé ? La politique de Solidarité Accueil, juste avant d'aller voir si je me suis trompé, on ne fait pas de tri. On ne trie pas. Il n'y a pas de sélection au niveau des salariés. D'accord. Je sais que ça se fait ailleurs. Nous, non.
La politique de solidarité accueil est qu'au potager de Vesle, on prenne les gens les plus en difficulté, les plus loin de l'emploi. Donc se tromper, oui, tu peux te tromper. Tu sais, je leur dis souvent aux salariés, il faut qu'on ait un physique, une présentation correcte, parce que les gens te jugent sur, t'en feras ce que tu voudras, mais sur la gueule qu'on a. Et ça, c'est triste, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On peut être super magnifique, beau, mais à l'intérieur, complètement pourri. Et c'est là qu'on fait des belles rencontres, nous. On fait vraiment des belles rencontres. Se planter, oui, on peut se planter. Oui. Ou alors, des fois, on nous envoie une personne et, en disant... vous allez voir, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer, et puis ça ne se passe pas bien. Ou alors, on nous envoie une autre personne en nous disant, faites gaffe, hein. Là c'est un dur, et franchement c'est difficile, et ça se passe super bien. Et quand ça se passe mal, c'est toi qui interviens ? Quand j'interviens déjà, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses de faites, de mise en place. Quand je leur dis, ouais, quand vous venez dans mon bureau, des fois c'est pas très bon. Ça arrive, hein, forcément, ça arrive. Comme je dis, des fois, on a l'impression d'être dans une école maternelle. Hein, c'est saoulant. Bon, j'ai mes collègues encadrants qui ont le même poste que moi, si tu veux, sur le terrain, donc qui ont la hiérarchie fait que c'est quand même des chefs d'équipe. Bon, on a toujours celui qui va faire le kéké. Bah, forcément, bah, on va le convoquer. Soit je le vois avec le collègue avec qui il y a eu une altercation, hein, de quelques soucis. Soit après, il est revu avec une CIP qui le suit, donc la personne qui le suit. Et ça peut arriver, c'est très rare. Hein. On peut aller jusqu'à un licenciement quand on voit que vraiment ça peut plus ou ça peut devenir dangereux pour la personne et puis pour nous. Mais je crois qu'en 17 ans, des licenciements, j'en ai pas vu beaucoup, toi. Je sais pas, il y en a pas un par an. Enfin, je pense pas. Enfin, sur la totalité, la moyenne, c'est pas un par an. On n'est pas là pour ça. On n'est surtout pas là pour ça. On va essayer d'abord de travailler avec eux. Et puis, ce qu'il faut qu'on apprenne, nous, et il faut qu'ils apprennent, c'est avoir confiance. Qu'ils nous fassent confiance. C'est pas évident de faire confiance à quelqu'un. Une fois que tu as rentré en confiance, ton travail, il est pratiquement fait. On a tous les profils. On va avoir les profils de gens qui travaillent rapidement, de gens qui ne travaillent pas rapidement, des profils psy, des profils de gens qui ne veulent pas travailler, des gens qui veulent bien travailler, qui veulent s'en sortir. Bah, tu fais avec. C'est le quotidien. T'as eu des belles histoires ? Oui, oui. J'ai eu des belles histoires. Quand ils s'en vont le soir, on va leur dire au revoir. Ça pince, hein. Ouais. Ça pince. Hein. Pourtant, je suis un peu dur, toi, mais ouais, ça pince. Ouais. Ouais. T'as un exemple de belle histoire ? Oui. Une femme turque. Cette femme est restée 8 ans chez nous. Pourquoi ? Parce qu'elle avait passé l'âge aussi, tu sais, au niveau de la retraite. Tu as un certain âge, au-delà de 57 ans, où on t'embête plus trop avec ça. Et nous, ce qui nous permet de pouvoir continuer avec elle, on l'a gardée le plus longtemps possible. C'était quelqu'un qui était adorable. C'est quelqu'un qui me prenait presque pour son fils. Hein. Ouais, quand elle est partie, ouais, moi, ça m'a fait drôle. Elle pleurait dans mes bras. Ah oui, non, mais c'est prenant. Hein. C'est pas anodin, la chose, quand tu partages des choses comme ça. Une époque, on emmenait des salariés avec une association qui s'appelle les Avions du Bonheur. Et je suis parti avec 7 salariés en Tunisie, à Djerba. Et je les ai emmenés. Elle en faisait partie. Et sur les 7, les 8 avec moi, j'étais le seul à avoir jamais pris l'avion. C'est pas vrai ? Ouais, il y a une dizaine d'années de ça. Moi, j'ai repris, bien sûr, beaucoup plus après. Cette femme va voir ma directrice, elle lui dit « Mais t'inquiète pas, on lui tiendra la main. » Mais c'est quelqu'un qui était bosseuse, Puis il y a des choses qui passaient. J'avais demandé à mes collègues s'ils étaient d'accord. On ne fait pas ça. Normalement, on ne fait pas. Mais bon, elle était partie. Je lui ai dit « Si vous voulez, on mange tous ensemble. Et un soir, on resto, et on va l'inviter, on va lui payer le resto. » C'est ce qu'on a fait. À titre privé, hors travail. Hein. C'était vraiment... Parce que c'est quelque chose dont on avait besoin. Mais oui, il y a des belles histoires. Et à l'inverse, il y en a, t'es content quand ils s'en vont. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Comment tu qualifierais, toi, ton rôle ici ? Aujourd'hui, je dirais que je serais plus coordinateur. Hein, entre les encadrants, les salariés. Si je parle de vraiment mon métier, bah, je suis sorti de plus en plus du terrain. J'y vais toujours quand il y a des congés pour remplacer mes collègues, mais je suis sorti de là. Et moi, maintenant, aujourd'hui, j'ai d'autres occupations. La preuve, toi, on discute ensemble. Alors, comme je suis vu de l'autre côté, c'est le grand chef. Le grand chef, c'est le patron.
Moi, si tu veux, et ça me gêne des fois. Tu vois, je les entends parler, on ira voir tout à l'heure, tu viendras, je te ferai visiter. Et je les entends parler, tu sais, l'été, ça fait beau, ça parle, tout. J'arrive de l'autre côté, c'est fini. Hein. Il n'y a plus personne qui parle. Et des fois, quand je vais de l'autre côté, on va les aider parce que bon, c'est un vendredi, il faut bosser pour pas prendre trop de retard pour le lundi. Je leur dis des fois, mais parlez parce que moi, je vais tomber. Hein, Mais c'est aussi ce côté autorité qu'il faut. Voilà, il faut qu'il y en ait un qui l'ait. Bon, bah, Faut un chef. c'est moi qui l'ai. Dac. Voilà. Dac. Tu disais que tu étais originaire d'à côté de Châteauroux. Oui. Tu es d'où? Je suis de Villedieu, moi. Comment tu qualifierais ton enfance à Villedieu? Alors, j'ai fait mon enfance à Busancais. D'accord. Je suis parti vite travailler sur Châteauroux. J'ai bourlingué pas mal. À 16 ans, j'étais en apprentissage parce que j'en faisais pas lourd à l'école. J'ai eu un CAP charcutier traiteur. Les choses ont fait que après, bon, j'ai fait un autre patron. Il y a eu le service militaire. J'ai bourlingué pas mal. Je suis allé en Charente-Maritime. Et moi, j'étais garde chasse privée sur une grosse propriété, château, enfin 600 hectares. Alors, j'ai trouvé ça par un copain de mes parents à Busancais. Puis, je suis parti là-bas avec ma femme, licencié. Je reviens sur Villedieu et je rentre comme gardien à l'entretien au château de Chamousseau à Villedieu-sur-Indre, qui était une école privée. Je ne sais pas si tu as entendu, qui a fermé en 2004. Un peu spécial où c'était des gens richoux dedans. Hein. Il y a eu l'époque, il y a eu les fils à Jodassin, il y a eu... Les fils à Jodassin. Ouais, des gens, quand ils venaient, c'était un problème. Donc nous, on n'a connu que 4 ans. Toi, tu t'occupais de tout l'entretien? Espace vert, entretien, pelouse, voilà. Et puis bricolage, changer des carreaux, enfin, une maçonnerie, voilà. C'est ce que je faisais. Donc, un licenciement en 2004. Rebondir tout de suite, déménagement, parce que j'étais logé, j'avais un logement de fonction. Donc, reparti dans Villedieu, intérim, j'ai fait 14 mois chez Harris. Une collègue de ma femme à la mairie de Villedieu savait que j'étais sans boulot. Enfin, j'avais du boulot, mais c'était de l'intérim. Son mari était le directeur adjoint général de Solidarité Accueil. Et il lui dit, dis à Michel, si ça l'intéresse, on cherche quelqu'un, on cherche un encadrant technique, mais pas pour les potagers, comme je disais, l'environnement. J'ai embauché comme ça. Alors attention, c'est pas l'entretien, je ne l'ai pas eu avec le directeur général, je l'ai eu avec Marie Gretti à l'époque et le chef de service. Et voilà, je suis rentré comme ça. Et je me suis toujours dit, de toute façon, si tu es arrivé là, tu n'es pas arrivé là comme ça. Il doit y avoir une destinée. Je pense qu'on n'arrive pas dans l'insertion comme ça. Ouais, moi, j'ai besoin de m'occuper des gens. Tu vois, pas plus tard que ce matin, une salariée qui n'était pas bien, je vais la voir. Voilà, elle a des soucis, elle est stressée, soucis familiaux, tout. On a besoin de ça, discuter avec eux. Ils ont besoin de discuter avec nous. Si ça peut réconforter, on est tous pareils. Le jour où on a la tête qui est en vrac, des fois, on a besoin de vider sa tête et de pouvoir discuter avec quelqu'un. Ça, c'est important. Tu as la capacité quand même de rebondir à chaque fois. Oui, tu recommences tout à zéro. C'est ça qui est difficile. Puis je me voyais pas rester sans travail, c'est pas possible. Mais ouais, rebondir, oui, je sais pas si c'est permis à tout le monde ou de l'encaisser aussi facilement. Je sais pas. Moi, j'ai pas bien vécu le dernier licenciement. Celui de l'école? Ouais, parce que bon, ça faisait que 4 ans. L'autre avant, je dis, c'est bon, il faut que ça s'arrête. Puis tu arrives à un âge après, tu as envie que ça se cale. Et depuis que je suis ici, tout va bien, toi. Enfin, c'est pas. Maintenant, ce qui pourrait être plus difficile psychologiquement dans ce métier, c'est une relation avec des salariés ou des problèmes que tu pourrais avoir avec eux qui peuvent te remuer la tête et le corps parce que on voit des choses, on entend des choses qui ne sont pas des fois simples. Et ça, il faut savoir aussi rebondir et pas le garder pour soi. C'est surtout ça. Si on peut en discuter avec un collègue, c'est important. Un jardinier va te dire quelque chose que tu dis, je préférais pas le savoir, j'aurais préféré pas le savoir, et qu'est-ce que j'en fais? Puisqu'il y a une confiance qui est là. Dans la mesure où tu mesures l'importance et la dangerosité de la chose, si ça peut être quelque chose de mettre quelqu'un en danger, après on le partage ou on le partage pas. Ou si tu dois en parler à une collègue CIP, tu préviens la personne en disant, attention, je vais être obligé de lui en parler. Ouais. Ça, c'est avec l'expérience que tu apprends ça? Oui. Et une deuxième chose hyper importante, ce que je vais dire là non plus n'est pas péjoratif, faut pas faire n'importe quoi. Il y a une barrière entre nous et eux. Attention, on ne mélange pas les torches mais les serviettes, c'est pas ça. Mais il ne faut jamais la franchir. On n'est pas amis, on n'est pas des copains, on est des collègues de travail.
ou collaborateurs, comme on veut, on peut appeler ça comme on veut, mais on ne franchit pas la barrière. Il y a un tutoiement ou un vouvoiement? Tous mes collègues CIP vouvoient les salariés. Moi, je peux pas. Tu peux pas parce que c'est ta nature qui fait ça. C'est compliqué. Quand tu m'as demandé si on peut se tutoyer, je tutoie Marie Réti, la directrice. C'est pas pour ça que ça m'empêche de la respecter. Et c'est pas parce qu'on tutoie quelqu'un qu'on a tous les droits. Il y a des salariés, je leur dis, vous pouvez me tutoyer, il y en a qui vous voient. Il n'y a pas d'importance. Je les tutoie, ça ne les gêne pas. Je crois que j'ai jamais vouvoyé un salarié. Juste à l'entretien d'embauche, parce que je les vouvoie, parce que d'abord je ne les connais pas, j'ai besoin, ce que je disais tout à l'heure. Mais autrement, je les tutoie, puis je ne gêne personne. C'est pas... Mais je demande, est-ce qu'on peut se tutoyer ou quoi? Enfin, là, toi, j'ai eu 5 embauches là, au 3 avril. Je dis voilà, moi je tutoie facilement, vous pouvez me tutoyer aussi. Pour que ça soit égal à égal. Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont inspiré? Des modèles? Non, parce que j'ai toujours essayé de rester dans ce que je voulais faire, ce qui me plaisait. Des modèles, non. Qu'est-ce qui te plaisait quand tu étais gamin? La liberté. Alors là, je travaille moins tout seul, mais j'ai une autre liberté. Ma liberté, c'était d'être responsable. Alors, je ne fais pas n'importe quoi, parce que quand Marie Réti va écouter ce que je suis après dire, elle va dire non, j'ai cette liberté-là. C'est que je ne dois pas grand-chose à grand monde, à part à ma direction, ECA. Je dois le respect à tout le monde, mais c'est cette liberté de pouvoir décider des choses, ou tout au moins de les amener sur la table. Et ça, tu l'avais pas dans tes précédents postes, cette liberté-là? J'ai pas toujours eu. Bon, par contre, quand j'étais garde sur la propriété de 600 hectares, j'étais tout seul. Donc, j'avais cette liberté-là. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi la liberté, c'est quand tu travailles et que tu es autonome par rapport à ton travail, où tu peux gagner ta vie. Et ça, c'est aussi la liberté. Enfin, c'est une vraie liberté. Et quand on est garde sur des hectares, comme tu étais, tu fais quoi? Comme c'était garde de chasse, donc il y avait de l'élevage. On faisait de l'élevage de faisans, de canards. C'était 600 hectares clôturés, donc entretien de la clôture. C'était l'entretien des allées, faire du bois, organiser les chasses. Enfin bon, c'est un gros truc, toi. Mais t'es libre. Tu fais ce que tu veux. Alors, licenciement économique, c'est parce que je savais en partant là-bas que comme ce sont des chasses qui sont louées par des gens, aujourd'hui, c'est telle personne, ça peut être le lendemain d'autres personnes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils n'ont pas besoin d'un gars ou quoi que ce soit. Puis, je savais qu'à tout moment, je pouvais partir. C'était une expérience de plus. Ouais. Solidarité accueil. Oui. Il y a les espaces verts et le potager. Espace vert, potager, atelier palette et entretien de berges de rivière. Ça, c'est le pôle économique. Et on a le pôle social. Donc, le siège de Solidarité Accueil est à Châteauroux. Le pôle social, c'est plusieurs dispositifs. Le 115, accueil de jour, femmes victimes de violences, le SHRS, les lits halte santé. Enfin, voilà, c'est un gros dispositif qui est donc ce qu'on appelle le pôle social. Donc là, on accueille les migrants, les mineurs non accompagnés. Donc ça, c'est le côté... on a un site... tout est sur Châteauroux, sauf qu'il y en a un seul qui est sur Issoudun. Et tous les autres sont sur Châteauroux. Par contre, c'est cloisonné. Toi, tu n'interviens jamais sur le social? Nous, on n'intervient pas. D'autre côté, c'est différent. Alors là-bas, tu vas y trouver CIP, travailleurs sociaux, éduques spécialisés. Il y a une infirmière, il y a un médecin qui intervient à Solidarité Accueil. On est vraiment sur de gros dispositifs sociaux. Ouais. Est-ce que tu as eu des difficultés sur la langue? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent et qui ne parlent pas français. Oui. C'est bon? Comme je leur dis, moi je parle le français, je parle deux langues, le français et le berrichon. Et alors ça les fait rire, mais alors c'est un des plus gros problèmes, pas forcément pour nous, parce que tu sais, tu vas sur un chantier, tu veux faire voir à quelqu'un pour passer la griffe ou un râteau ou quoi, tu fais voir, c'est plus facile. Plus difficile pour nos collègues. L'échange, oui, parce qu'on a quand même pratiquement toutes les nationalités, tu vois, là, on démarre de chez nous et tu vois, tu vas un peu partout dans les pays. Hein. Beaucoup d'Afghans. On a eu beaucoup d'Afghans, des Turcs, Roumains. Donc il y en a qui se débrouillent en français et donc il leur est offert des
de prendre des cours de français. Donc il y en a avec qui ça fonctionne bien, d'autres avec moins bien. Il y en a qui apprennent moins bien, hein, c'est pas évident. Nous, c'est pas franchement. On a juste besoin de se rassurer qu'ils aient bien compris les consignes. Et toi, tu as appris quelques mots en langue étrangère? Non. Non. Non, non, je suis trop vieux pour ça. J'avais dit, il y a quelques années, ouais, ça serait bien d'avoir touché quelques mots. Et puis, non, parce qu'on n'a pas, faudra aller prendre des cours. Et puis, alors après, tu sais, quand tu reçois des gens, des Afghans qui ont plusieurs, déjà eux, langues dans leur métier. Donc, alors, s'il faut qu'on se mette à apprendre tout ça, même l'anglais n'est pas évident. En roumain, tu vas plus taper dans l'espagnol. Turc, c'est pas avec eux qu'on a le plus de problèmes au niveau du français. Ouais. Mais nous, ça nous gêne moins. Par contre, pour les filles, pour l'administratif, tout, c'est un peu plus compliqué. Comment ça se passe à midi? Ils déjeunent là? Oui. Alors, on vient pour la journée. Ils amènent leur casse-croûte. Hein. Il y a une pause de 10h15 à 10h30 pour le café. 12h, 13h pour manger. Donc, ils ont un petit réfectoire de l'autre côté. Ils peuvent faire chauffer. Alors, ils ne font pas de cuisine. Ils font chauffer leur bouffe. Et voilà. Puis, on est tous pareils. Nous, on mange par là. On ne mange pas avec eux. Au début, on mangeait avec eux. Puis, on s'est aperçu qu'il faut que ce soit à la pause de tout le monde. Et c'est vrai que si je mange avec eux, ils vont pas être... ils n'étaient pas à l'aise. Que là, au moins, ils mangent tout où ils veulent. S'ils veulent manger dehors, s'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. C'est une pause et c'est une vraie pause. D'accord. Tu apprends le maraîchage. Et toi, est-ce que encore aujourd'hui, tu apprends des choses au maraîchage? Oui, tous les jours. Oh, oui, moi, j'apprends tous les jours. La dernière chose que tu as appris, c'est quoi? La dernière chose que j'ai apprise. Alors, j'ai appris, alors pas la dernière chose, mais j'ai appris quelque chose. Une fois, j'ai un collègue qui me dit, la personne qui nous fait tous les plans, me dit, est-ce que ça t'intéresse de planter de l'arachide, enfin de la cacahuète? Ouais, bah oui, tiens, il dit, tu vas voir, ça fonctionne bien. Donc, on a essayé. Alors, ce que j'ai appris, puis je vais peut-être te l'apprendre, et on l'apprend à beaucoup de gens. Sûrement. La cacahuète, hein, l'arachide, elle pousse, elle est à peu près, ça fait un petit buisson. Comme les gens ne nous verront pas, ça fait à peu près quarantaine de centimètres, 50 centimètres de haut. Ça fleurit. Mais la cacahuète, elle pousse en terre. Elle ne sort pas à l'extérieur. Quand c'est fleuri, quand la fleur est fécondée, la tige se retourne et la fleur redescend dans la terre. Marrant, hein? Ouais. Après, oui, on en apprend. Alors, en maraîchage, ce qu'on essaye de faire le plus souvent possible, c'est de tous les ans d'amener un nouveau légume. Voilà. On faisait pas de chou-fleur, on a fait du chou-fleur l'année dernière. On a fait du melon. Depuis quelques années, on fait de la pastèque. Enfin voilà, on essaye d'amener quelque chose de nouveau. En fruits, comme on fait très peu de fruits. Donc on essaye de ramener un peu de nouveauté. Après, les surprises, oui, on peut toujours être surpris. Mais oui, j'ai appris des choses. C'est pas pour ça que je suis le meilleur en maraîchage, hein, ça c'est clair. C'est clair. Et puis en 2020, on a embauché Coralie, donc ma deuxième collègue femme encadrante, qui elle était maraîchère avant et qui a amené des nouveautés aussi que moi je connaissais pas. Donc. D'accord. Michel, quel est ton meilleur souvenir professionnel ici? Mon meilleur souvenir, c'est 6 et 8 ans pour arriver à faire tourner un jardin et arriver à l'équilibre. Et je crois que ce serait ça, d'avoir réussi à y arriver. Et j'en ai certainement d'autres, mais ouais, c'était ça. C'était la satisfaction d'être arrivé là. J'y suis pas arrivé tout seul, bien sûr, mais c'était ça, ouais. Ouais, ça a l'air vraiment d'être un travail d'équipe ici. Bah, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, moi, je travaille toujours en équipe. Tout est partagé. Tout est partagé. Je peux pas travailler sans les autres et les autres peuvent pas. S'ils seraient là, ils diraient ouais, si, on peut se passer de toi. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. On peut pas travailler seul. Non seulement nous, les encadrants, on peut pas. J'ai besoin d'eux. Ils ont besoin de moi. Enfin, l'équipe a besoin de l'équipe. Et puis les salariés, si on les a pas, hein, ben, on fait rien. On peut rien faire. Nous, s'ils sont pas là, on peut rien faire. T'as des moments où c'est un peu tendu avec les salariés, ça arrive? Oui, ouais, mais ça c'est passager. C'est passager parce qu'il y a toujours un salarié qui va foutre le bazar dans l'équipe, toi, qui va toujours critiquer que ça va pas aller. De toute façon, voilà. C'est tendu. Oui, ça peut être tendu. Bon, on essaye de régler les choses assez rapidement. C'est pas toujours
pas toujours le cas, mais on peut se dire que ça peut être passager des fois, puis il y a quand même celui qui emmerde vraiment le monde. Parce qu'il n'a pas envie de bosser, puis il va embêter toutes ces personnes qui, eux, veulent s'en sortir. Donc oui, c'est tendu. Il y a des moments où c'est tendu. Après, nous, où ça peut être tendu, c'est aussi au niveau du maraîchage. Il y a des moments où c'est tendu, parce que là, on rentre dans la saison à fond. Et puis il y a aussi où c'est tendu, c'est qu'il y ait du résultat. Hein, il faut que, si on veut continuer à vivre, il faut arriver économiquement, il faut vraiment pour faire de la production. Ouais, c'est tendu. Et cette production, elle va où? Alors, la production, parlons-en. J'ai eu peur, je croyais qu'on n'allait jamais en parler. De toute façon, je n'aurais pas lâché le micro. Comment ça fonctionne? La petite histoire, c'est Jean-Guy Henkel qui a monté le premier jardin de cocagne en France, Besançon. Il y avait des gens dehors, comme il y en avait à Châteauroux. Et puis il a dit, il faut qu'on s'occupe de ces gens-là. Et on va monter quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Donc il a dit, tiens, on va faire du maraîchage biologique. Ça, c'est l'obligation, par contre. Alors il a monté son assos, il a fait du maraîchage biologique. Mais qu'est-ce qu'on fait des légumes qu'on produit? Et il dit, là, on va trouver des adhérents. Et les adhérents, donc, que nous, on a aujourd'hui, comme il y a tout sur tous les jardins, il a lancé cette affaire-là en disant, on va vendre nos légumes dans des paniers. Les gens deviendront adhérents de l'association. Et toute production partira chez des gens, n'importe quelle personne peut devenir adhérent chez nous, hein. Peu importe, petite famille, grande famille, célibataire, mamie, papy, enfin ce qu'on veut, dans la mesure où tu adhères. Et ce qu'il faut bien se mettre en tête, quand on adhère chez nous, c'est pas que d'acheter des légumes. Ouais. On est bien d'accord. On est vraiment dans la complicité de l'insertion, d'aider les gens en difficulté. Le président de l'association des Amis des potagers de Vesle a sorti un truc l'autre fois en réunion. Il a dit, voilà, on achète autre chose que des légumes et on fait un don. C'est un don en fin de compte. Alors certes, ça a un coût. C'est un coût sur l'année, puisque l'adhésion est de 12 € à l'année. Ça va pas loin. Un petit panier à 11 € par semaine et 15 € pour le grand panier. Mais on contribue, et vous contribuez, et l'adhérent contribue à aider les gens. Il ne vient pas là par hasard non plus. Hein. Alors au début, on a eu des gens qui venaient pour acheter du bio, qui n'avaient pas compris forcément comment on fonctionnait. La preuve, tu me disais tout à l'heure encore, Solidarité Accueil, les potagers de Vesle, tout le monde ne connaît pas. Et c'est dommage, parce qu'on n'est pas plus fort que les autres, on n'est pas plus malin que les autres. On essaye de faire au mieux notre travail, mais contribuer à la vie de gens qui sont en difficulté, si on peut nous amener notre petite goutte et l'adhérent en disant, voilà, moi je contribue, oui, je mange sainement, puis en même temps j'aide des gens qui sont en difficulté, on a tout compris, on a tout gagné aussi. Comment dire, c'est vraiment là qu'il faut qu'on soit encore plus communicants. Tu le récupères où, le panier? On a 300 adhérents. Il doit y en avoir 10 qui viennent au potager. Et les autres, parce que des gens qui habitent autour, hein, parce qu'on est en pleine campagne. Et alors on a 20 ou 21 dépôts. Ah ouais, quand même. Pharmacie, des épiceries, bureau de tabac, boulangerie, fleuriste. On est un peu partout. Chez des gens qui veulent bien nous accueillir. On n'excède pas 30 km. Voilà. Après, on pourrait, mais ce qui voudrait dire qu'il faudrait se déplacer pour un camion complet. Enfin, au moins une trentaine de paniers. Et tu choisis l'intérieur du panier ou c'est surprise? Alors ça, c'est un avantage qu'on a, c'est que l'adhérent ne choisit pas. Et alors, ça plaît pas toujours. On essaye de travailler quand même le contenu, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. On ne peut pas mettre 10 kilos de patates pour 11 €, enfin, c'est n'importe quoi. Mais on essaye d'équilibrer. Ça, c'est un des gros travaux à faire. Plus difficile l'hiver que l'été, parce qu'on tombe sur des légumes, tomates, courgettes que tout le monde attend.
L'hiver, c'est plus difficile. Poireaux, carottes, patates, les choux. Là. Donc voilà, une vingtaine de dépôts. Et quelques années après le vrai démarrage, on s'est dit, mais un jour, on est intervenu chez Pyrex. On intervenait pour la semaine de l'environnement, je ne sais plus quoi. On avait été invités là-bas. Et puis, la personne qui nous avait invités nous avait dit, mais ça serait bien que vous ne pourriez pas livrer ici. Et ça a démarré comme ça. On a démarré ce qu'on appelle les dépôts internes. Donc, on livre directement sur le lieu de travail des gens. Donc, on ne se déplace pas pour un panier, on se déplaçait au départ pour 4 ou 5. Et bien maintenant, on livre depuis longtemps au Pyrex, UDAF, la CAF, on était à la DDT, on était un petit peu partout. Ce qui nous a permis de redévelopper un peu plus. Où on insiste beaucoup, c'est quand vous venez chez nous, vous n'achetez pas que de la bio et vous contribuez vraiment à un bien-être et c'est une réinsertion d'un public en difficulté. D'accord. Quel conseil tu donnerais à des gens qui voudraient venir travailler ici ? Pourquoi le travail est vecteur d'insertion ? Alors, pour beaucoup de personnes, on recrute des gens qui sont tellement loin de l'emploi, qui n'ont pas travaillé depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. On a un partenariat aussi, j'oublie, avec la pénitentiaire. Des gens qui ont purgé des peines assez longues, donc qui n'ont pas travaillé non plus, ou à part travailler dans leurs ateliers, mais qui n'ont pas travaillé longtemps. Ben, c'est simple. Hein. Combien de fois je leur dis, je schématise un peu, voilà, c'est des gens qui ont besoin d'être aidés, d'autres pas, parce qu'ils n'en ont pas envie. Hein. Si tu n'as pas envie d'être aidé, tu n'es pas aidé. Souvent de fois, je prends l'exemple, vous êtes dans une piscine, vous avez des difficultés pour nager, peut-être pas loin de la noyade, et nous, on a une perche et on vous l'attend. À vous de la saisir. Et si vous la saisissez, c'est bien, parce qu'on pourra faire du bon boulot. On a vu des gens changer aussi en revenant au travail. On disait, tu vois, là, regarde. Parce que pourquoi ? On est à la maison, désocialisé complètement. On ne voit plus personne. Là, tous les jours, le gars qui vient au boulot, ou tous les 2 jours, 3 jours, il voit du monde, il voit ses collègues. Et même si des fois, c'est parce que le métier de maraîcher, il est très compliqué, il est très dur. On a vu des gens physiquement arriver chez nous, mais dégradés dans un état mais lamentable, avec des gros problèmes de dos. 6 mois après, ils étaient en pleine forme, parce qu'ils sont remusclés. Et là, tu te dis, ok. Alors, parce que la motivation, il n'y a pas de slogan. Tu ne vas pas leur dire, viens chez nous, c'est super clair, c'est magnifique. Il peut y avoir une belle aventure, on peut la vivre ensemble, mais il faut qu'elle soit vécue pour les deux en même temps et dans le même sens. Normalement, ça ne fonctionne pas. Moi, un de mes plus grands plaisirs, toi, je reviens des fois parce que c'est des trucs qui reviennent. Moi, le grand plaisir que j'ai le soir quand je vais fermer la porte là-bas, c'est les salariés qui partent avec le sourire et qui en ont chié toute la journée. Qui sont vraiment, parce que là, ça va encore. Quand on a juin, juillet, août, septembre avec des chaleurs pas possibles. Donc là, on aménage par contre les horaires, on embauche plus tôt pour débaucher plus tôt. Et ils en ont. T'as vu, t'as des 35, 40 degrés. Alors bien sûr, personne sous les serres l'après-midi, mais. Et que les gens, le soir, ils partent, ils ont le sourire, tu te dis, putain, on a gagné quelque chose quand même. Toi, tu pars avec le sourire aussi ? Qui ? Toi ? Ah oui, moi, quand je vois ça, ça me convient. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est toi qui parles le dernier ? Alors, ce que je te disais tout à l'heure, il y a une équipe donc il y a 2 collègues qui embauchent à 8h, bien sûr, il faut ouvrir, et ils débauchent à 16h en même temps que les premiers. Et bien sûr qu'il faut une équipe d'encadrants pour fermer le soir. Donc on arrive à 1 heure plus tard, et puis on ferme, oui, puis autrement c'est ma collègue, mais si on est tout seul, on ferme, on peut discuter, prendre un petit moment avec eux, enfin voilà, ça se passe toujours bien. Mais c'est vrai que, et puis aller déconner un peu aussi avec eux, ça fait du bien. Ah ouais, moi des fois je rentre, je vais là-bas, et ils sont après fumer leur clope, et je rentre là-bas, je dis, qu'est-ce que c'est que vous fumez ? De la queue de poireau ? Allez les gars, c'est interdit, ça. C'est illicite. Il faut détendre un peu. Parce que c'est pas une journée là, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. L'été, c'est pas simple. Je veux dire, l'hiver, si gèle à -5, -6, qu'ils se mettent à pleuvoir ou quoi, c'est pas mieux non plus. C'est un métier difficile, la terre est basse, mais toujours un travail d'équipe. Et pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne tout seul. Ils travaillent en équipe ? Toujours. Toujours. Alors on peut, une petite anecdote, une fois, j'ai un salarié qui avait été se plaindre à une CIP, à sa CIP, comme quoi il avait été puni.
Donc elle m'appelle, elle dit c'est quoi, qu'est-ce que vous avez fait avec un tel Je dis pourquoi vous l'avez puni. Puni, bon non, on n'est pas. Et on l'avait mis à travailler tout seul. Et pour lui, il était puni. Alors j'étais allé le voir, mais je regarde, moi dans mon bureau, je suis tout seul, mais je suis pas puni. Et puis, bien sûr, parce qu'il y en a qui gagnent en autonomie, qui peuvent. Il faut expliquer, il faut beaucoup expliquer. C'est vraiment de la pédagogie. Pourquoi on va vous mettre tout seul ou deux? Là, il y a des gros chantiers, on peut en mettre 7, 8, 10 pour que ça y aille le plus vite. Mais il avait été tout seul, il avait été puni. Bon. Ce qui n'est pas le cas. Non, on ne punit pas les gens encore. Parce que j'imagine qu'ils n'ont pas tous le permis. Comment ils arrivent ici? Le permis bête noire. Bête noire. C'est de plus en plus de gens qui n'ont pas de permis. On est en manque de permis. Puisque là, ils partent de Rudeneau, de l'entreprise d'insertion, les minibus, donc on court toujours après les chauffeurs. Ça, pour nous, c'est compliqué. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de conduire, mais on fait le chauffeur quand il n'y en a pas. C'est un vrai problème. Maintenant, on sait qu'il est très vite fait de perdre son permis. Voilà. Si je voulais continuer, donc par rapport à ce que tu me disais au niveau des légumes, ce qu'on en faisait, donc on est bien d'accord, on devient adhérent, on achète son panier de légumes. Le fonctionnement, c'est 48 semaines de livraison sur l'année. Logiquement, si on peut faire 50 semaines, on ne ferme pas, on ferme qu'une semaine entre Noël et jour de l'an. Et il n'y a pas de livraison la dernière semaine de l'année et la première semaine de l'année. Donc on rembauche, on se remet tout en route. Et on livre aussi des épiceries. En épicerie pour les gens qui veulent travailler avec nous. Et on travaille sur une plateforme à Blois, Val-Biocentre. On fait du Migros. Voilà. Quel est ton légume préféré? Va faire pousser à manger. À manger? Il a des questions. Eh ben, tu vois, j'ai découvert les légumes depuis qu'on est en bio. Alors, je connaissais, bien sûr. Hein, mon père faisait du jardin. Enfin, bon. J'ai mangé des légumes qui étaient franchement pas bons, parce que c'était de la conserve, peu importe où. Aujourd'hui, quand tu manges de la bio, tu manges des épinards. Qu'est-ce que c'est bon! Les épinards. Ah oui, des épinards frais, comme on fait. C'est excellent. Ça ferait partie d'un de mes légumes préférés, et la tomate. La tomate, qui est un légume phare quand même des jardins. Alors ça aussi, on essaye de communiquer. Souvent de fois, quand on fait une porte ouverte ou quoi, on nous demande, mais vos tomates, parce que quand on les achète, c'est pas bon. Alors chez nous, on a fait des choix sur plusieurs années. Des choix de variétés pour justement ne pas vendre. Si c'est pour faire la même chose que dans les grandes surfaces, c'est pas la peine. Et on se régale avec les tomates. Parce qu'elles peuvent être bio ou pas bio. La différence du bio, on le sait, hein, insecticides, pesticides. Mais quand elle est élevée correctement, comme on doit la faire, nous, l'avantage de la bio, c'est aussi des racines dans la terre, pas dans l'eau. C'est de faire de la qualité et de manger des vraies tomates. Parce qu'en fin de compte, on n'a rien inventé. Hein, nos anciens, ils faisaient ça. Hein. Nous, c'est la continuité. Et oui, la tomate, ouais, parce qu'on a travaillé franchement sur plusieurs années sur des variétés de tomates pour justement avoir autre chose que ce qu'on peut voir dans les commerces. Et là, la variété de tomates, c'est? Alors, tu sais, il y a plus de 200 variétés de tomates, donc on fait de la paola, donc une belle tomate à farcir, qui est super bonne. D'abord, je ne veux pas te dire qu'elle n'est pas bonne, ça serait bête quand même. Landine cornue, c'est quelque chose, c'est du steak. C'est du steak. Quand tu coupes, c'est que de la chair. Ça, c'est génial. Comme j'ai dit à mes collègues, alors elle a une particularité, elle n'est pas très belle en finition au niveau de la queue, mais on s'en fout, parce qu'elle verdit beaucoup, mais le reste, c'est sensationnel. D'ailleurs, que tu ne trouves pas cette qualité-là ailleurs. On fait de la dévotion. La dévotion, c'est une tomate cocktail. On fait de la cœur de bœuf. Alors, des cœurs de bœuf, je ne vais pas te donner, parce qu'il y a de la corazone, il y en a plein. C'est pareil, on en a essayé plusieurs. Là, un truc qui est pas mal. De la tomate cerise. Ça, on a de la demande, surtout sur la grosse plateforme. Et c'est pareil, on a fait plein d'essais, parce que c'est quelque chose de... Il y a tellement de tomates cerises, puis pas
pas faire n'importe quoi. Puis ce qu'on veut, c'est que quand nos adhérents ont de la tomate, souvent de fois c'est 1 kg, 1,5 kg de tomates dans un panier. Il faut mettre les autres légumes avec. Et quand on est en pleine production, on est content, c'est quand on voit nos adhérents venir en chercher en plus. Donc ça veut dire que ça passe bien. Après, on a essayé. Après, il ne faut pas non plus se lancer dans trop de tomates. C'est pas non plus parce que tu pourras en avoir plein de variétés. Mais bon, tu vois, on fait 2700 pieds de tomates. Il nous en faut une moyenne de 600 kilos par semaine en vente. C'est de 700 kilos. Donc et puis que l'adhérent qui vient chez nous, il s'en va pas pour la qualité des légumes, il s'en va parce que peut-être que trop longtemps chez nous, mais qui partent pas sur cette qualité et que cette qualité-là, il la retrouve pas ailleurs. Enfin, les collègues qui sont maraîchers aussi, bien sûr, mais qu'il vient chez nous, il a une vraie satisfaction. Alors certes, c'est ce qu'on dit des fois en assemblée générale aux adhérents qui viennent. On ne cherche pas d'excuses, mais c'est compliqué. Des fois, on peut pas être. Il y a beaucoup de préparation pour les paniers. Donc, on arrive à un moment sur les. Il y a du tri. Et puis, il y a des fois, il y a des salariés où c'est compliqué pour eux de faire du vrai tri. Tout. Bon, mais ce n'est pas là-dessus qu'on est embêté. Parce que les gens, quand ils ont compris le métier qu'on faisait, cette insertion avec toutes les difficultés qui viennent et se greffer. Et puis, ce maraîchage bio, bon, il ne faut pas non plus abuser aussi, mais. On se doit une qualité parce que les gens, ils achètent les légumes. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Michel, on arrive au terme du podcast. Déjà ? Ah ouais. J'ai toujours la même dernière question sur le podcast. Oui. Qui est la suivante. Quel est ton endroit préféré en Berry ? La Brenne. La Brenne ? Ouais. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est magnifique, c'est sauvage, c'est... Puis quand je veux être tranquille, je vais me promener là-bas. Moi je suis d'ici, donc les forêts, mais la Brenne, oui, la Brenne. Toute la Brenne, tout ce que je peux y voir, les paysages, tout. C'est beau. C'est beau. Merci Michel, en tout cas. Je t'en prie. Merci beaucoup pour la conversation inspirante. J'espère qu'on a dit le tout. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci, au revoir. Ciao. Hello, j'espère que cette conversation avec Michel vous a plu. Je voulais remercier tout particulièrement Sami Institut qui a permis cette rencontre inspirante. Je vous invite à adhérer au Potager de Vesle. Vous trouverez tous les liens sur le Facebook ou le LinkedIn de Goodberry. Merci à tous les auditeurs qui mettent des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast. C'est un excellent moyen de faire connaître le projet Goodberry et notre territoire. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.